Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, le gouvernement va investir plus de 800 milliards de francs CFA dans les collectivités territoriales. Les 5 prochaines années seront décisives pour le développement local. C'est la principale décision issue du séminaire gouvernemental qui s'est tenu ce lundi à Ouagadougou. La réserve régionale de sécurité alimentaire comme solution face à la crise alimentaire. Des experts de la sous-région ouest-africaine sont à Ouagadougou pour discuter de sa mise en œuvre. Pour en parler, nous recevrons dans une dizaine de minutes le commissaire agriculture, environnement et ressources en eau de la CEDEAO, M. Sékou Sangaré. Dans l'actualité également, ce soir, une éruption dévastatrice au Guatemala. Le volcan de Fuego, entré en éruption hier dimanche, a connu un regain d'activité ce lundi. Plusieurs personnes se sont retrouvées brûlées ou ensevelies. Bienvenue à tous. Le président du Faso est arrivé cet après-midi à Bruxelles pour prendre part aux Journées européennes du développement. Roch Marc Christian Kaboré est attendu à la tribune de la Commission de l'Union européenne pour un discours. À son arrivée en début d'après-midi, ce lundi, le président du Faso a été accueilli par une délégation de l'ambassade, mais aussi par une délégation de la communauté burkinabé vivant en Belgique. Nous reviendrons plus en détail sur cette visite officielle du président Kaboré à Bruxelles dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux Pascal Canet et Urbain Benito Sommet. Près de 3 décennies après sa mise en œuvre, la question de la décentralisation reste d'actualité au Burkina Faso. Ce matin, le gouvernement s'est penché sur le processus afin de lui donner un coup de fouet. On apprend dans la foulée l'adoption d'une stratégie décennale. Konsun Koulibaly et Zubaviel David nous en parlent. Plus de 800 milliards de francs CFA pour dynamiser le processus de décentralisation au Burkina Faso pour les 5 ans à venir. Le gouvernement adopte ce matin, à la faveur d'un séminaire, une stratégie de mise en œuvre efficiente de la décentralisation déclinée en 3 axes, dont un plan quinquennal. Ces instruments ont pour vocation, selon le Premier ministre, de booster le développement local au Burkina Faso. Ils visent vraiment à opérationnaliser donc nos communes et nos collectivités territoriales, pour leur donner donc les moyens humains, les moyens financiers pour vraiment accomplir leur mission, qui est d'apporter donc vraiment le bien-être aux populations locales. Et pour gagner ce pari du développement à la base, il faut mobiliser les ressources. Le gouvernement espère y arriver avec l'aide de ses partenaires au développement. Dans le plan quinquennal de 800 milliards, 45% de ces ressources-là proviendront donc du budget de l'État. Et ça fait partie des ressources qui sont déjà allouées et que nous allons effectivement suivre pour qu'elles soient vraiment effectivement à la disposition des collectivités territoriales. Maintenant, les 55% que nous devons rechercher, effectivement, seront recherchés auprès des partenaires techniques et financiers et mis effectivement à la disposition des collectivités territoriales pour qu'elles puissent financer leurs plans régionaux de développement et leurs plans communaux de développement, et tout cela au bénéfice des populations locales. Ce plan quinquennal s'inscrit dans un vaste programme dénommé Vision 2040 du processus de décentralisation au Burkina Faso. Il devra contribuer, selon l'exécutif, à la transformation des économies locales à travers la réalisation d'infrastructures socio-économiques et à la promotion de la bonne gouvernance. La cohésion sociale, c'est le sujet qui a nourri les débats et autres activités menées pendant 1 mois par les membres du Conseil économique et social. À la cérémonie de clôture de cette première session ordinaire de l'année, des stratégies se dégagent pour aider à la consolidation et à la promotion de la paix au Burkina Faso. Adama Guiti, Nyarkiteda, reportage. La cohésion sociale a été au cœur de la première session ordinaire du Conseil économique et social de l'année 2018. Après un diagnostic profond de la situation, les 90 conseillers s'accordent à dire que le sujet est à la fois d'une actualité permanente et brûlante au regard des constats faits sur le terrain. Recrudescence des actes d'incivisme par des manifestations illégales assorties de destruction des biens publics et privés ou encore les conflits ethniques et intercommunautaires et même parfois religieux, le CS n'a occulté aucune situation. Au terme de 4 semaines de réflexion, les 90 compétences ont développé des stratégies à même de promouvoir la paix, gage d'un développement durable au Burkina. Sans être exhaustif, nous pouvons retenir
que le gouvernement devra prendre toutes les dispositions en vue de créer un Conseil supérieur de l'éducation nationale, doter les forces de défense et de sécurité de moyens humains et matériels adéquats pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme en vue de la promotion de la cohésion sociale. Promouvoir le dialogue et la tolérance interreligieuse et renforcer la laïcité de l'État en vue d'éviter l'extrémisme violent et la radicalisation. Promouvoir une gouvernance vertueuse au niveau de tous les gouvernants. L'éducation, notamment civique et morale, a retenu l'attention des conseillers, selon le président du CES. Moïse Napon invite les acteurs de la vie nationale à toujours avoir à l'esprit l'intérêt de la nation. C'est aussi la fin de la première session ordinaire à l'Assemblée nationale. Pendant 90 jours, les députés ont adopté plus d'une vingtaine de lois. Le chef du Parlement burkinabé Alassane Bala Sakandé se réjouit de la qualité du travail abattu. Les détails avec Daouda Ouattara et Harouna Mari. Ouverte depuis le 7 mars dernier, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale est close. 3 mois d'intenses travaux qui ont permis de doter le pays de 27 nouvelles lois. Alassane Bala Sakandé a salué le dévouement des députés de tous bords pour les résultats obtenus. La clôture de cette session intervient également dans un contexte marqué par un déficit céréalier et le harcèlement du terrorisme. Je tiens également à exprimer la satisfaction de la représentation nationale à l'endroit du gouvernement, qui a réagi avec promptitude face au déficit céréalier en disponibilisant 95 000 tonnes de vivres vendus à prix social dans les provinces déficitaires du pays. Je l'exhorte à renforcer le dispositif pendant la période de soudure, tout en veillant à ce que ces vivres atteignent véritablement les personnes vulnérables. S'agissant de la lutte contre le terrorisme, l'opération de ratissage d'envergure menée par nos forces armées dans les parties nord et est du territoire sont des faits encourageants qui emportent notre adhésion. Le chef du Parlement burkinabé salue la mémoire des victimes des récentes attaques terroristes et l'engagement des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Au sujet des grèves qui agitent le front social, il encourage le dialogue fécond pour une sortie de crise. Pour booster les secteurs sociaux comme la santé et l'éducation, Alassane Bala Sakandé propose des pistes de solutions. La création d'un fonds spécial d'appui à l'éducation et à la santé, financé par les contributions des sociétés minières sur la base de leurs responsabilités sociales d'entreprise. Il en serait de même pour les opérateurs de téléphonie mobile et les grandes sociétés d'État. Le président de l'Assemblée nationale a aussi souhaité une bonne saison aux producteurs. La prochaine session parlementaire s'ouvre en septembre prochain. En attendant, les députés vont s'offrir quelques vacances. Et puis ce montant, 25 milliards de francs CFA, il va contribuer à ériger un hôpital de référence à Basenko. L'État burkinabé a pour se faire signer un accord de financement avec la famille royale des Émirats arabes unis. Les 46 milliards restants pour la réalisation de ce projet seront couverts par un prêt auprès d'un consortium de banques belges. Précision avec Césaire Carrefour et Draman Guédé. Le financement est acquis, l'hôpital de référence de Basenko sera prêt en 2019. Les 71 milliards de francs CFA sont totalement couverts par ces conventions. C'est un hôpital moderne de 500 lits qui sera construit et entièrement équipé. Les travaux vont commencer incessamment puisque ce sont des partenaires qui ont des expériences dans l'exécution de tels marchés. La durée des travaux prévus est de 18 mois. Donc l'ambition, c'est qu'à la fin 2019, qu'on puisse avoir les clés de cet hôpital. 2 partenaires financent le projet. La famille royale des Émirats arabes unis donne gracieusement environ 25 milliards de francs CFA. Le GAP, soit 46 milliards de francs CFA, est financé par un prêt concessionnel contracté avec le consortium Commerce Bank et ABN AMRO, des banques belges.
Nous sommes très heureux de participer à la construction et au financement de ce projet qui effectivement est prévu pour commencer très rapidement. On espère le finir bien avant pour pouvoir être opérationnel en décembre de l'année prochaine. C'est un financement qui est innovant, qui est un premier dans son genre et comme l'a très gentiment souligné Madame la Ministre, j'espère qu'on continuera le partenariat comme il a été entamé. C'est donc un hôpital clé en main qui sera disponible en 2019. Ces financements couvrent non seulement l'équipement de l'hôpital, mais aussi l'acquisition du matériel roulant. Direction Zignaré, où la coordination des organisations de la société civile de la région du Plateau central organise une séance publique de félicitations. Elles sont à l'endroit du gouvernement qui, selon les membres, mène des actions louables. Le point avec Jean-Eudes Bayala et Ismaël Diloma Sirima. Moment d'explication et de vérité. Ainsi est qualifiée cette rencontre organisée par des associations qui soutiennent les actions du gouvernement. Ce cadre rassemble les jeunes et les femmes des provinces de l'Oubri-Tenga, du Kourouéougou et du Ganzourgou. Ils soutiennent tous que la satisfaction des attentes des Burkinabés nécessite du temps. Je pense que la majorité électorale pense effectivement comme moi que ROC a leur solution. Donc c'est pour cela que j'ai dit que la jeunesse du plateau central n'a qu'à continuer dans ce sens pour que effectivement le président Roch Marc Christian Kaboré puisse répondre exactement aux aspirations du peuple burkinabé. À la suite des louanges et autres actions de soutien au programme du président Kaboré, les jeunes et les femmes du plateau central ont fait des interpellations. Elles portent sur la création de pôles attractifs dans le domaine de l'élevage, la construction et l'équipement des centres de santé, la promotion d'un réel entrepreneuriat des jeunes, ainsi que l'opérationnalisation de 3 usines, parmi lesquelles l'usine de tomates de Lumbila. Je pense que l'objet même est que les meetings des 13 régions, il y aura une compilation où le gouvernement va répondre. Donc nous ne tenons pas à empocher ça, c'est là comme ça. Et je pense que nous devrons rendre compte à qui de droit également aussi. La tenue de ce meeting à Zignaré est une marque de satisfaction du point de vue des organisateurs à cause des difficultés rencontrées. On en vient à cette rencontre ouverte ce matin à Ouagadougou. Des experts des pays membres de la CEDEAO réfléchissent sur l'opérationnalisation de la réserve régionale de sécurité alimentaire. L'espace communautaire a dans sa ligne de mire la crise alimentaire qui secoue la région. Yacouba Gamene, Maïmouna Traoré. À l'ordre du jour de cette réunion des experts des pays membres de la CEDEAO, l'examen et l'adoption des modalités d'opérationnalisation de la réserve régionale de sécurité alimentaire et la définition de réponses à la crise alimentaire en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Il s'agit pour les experts de trouver des solutions pour faire face aux crises alimentaires et nutritionnelles. La rencontre vise à examiner, à faire des propositions au ministre sur la gouvernance de la réserve régionale et de la sécurité alimentaire. Dite réserve qui est constituée d'une réserve physique et d'une réserve financière. Il va s'agir aux experts de faire des propositions au ministre, voir à quel moment et dans quel contexte il faut déclencher cette réserve au profit des pays en insécurité alimentaire. La production agro-silvopastorale de l'espace CEDEAO peine à satisfaire les besoins du marché. À cette table ronde, les experts définiront des mécanismes pour accroître le rendement de ce secteur. Nous essaierons de voir avec les points focaux du PNIASAN, des programmes nationaux d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, le niveau de préparation des pays et l'état d'avancement de la préparation du business meeting pour qu'ensemble nous puissions là aussi définir une feuille de route qui nous permettra au niveau régional d'organiser le business meeting au cours de laquelle on invitera tous les États membres. Cette réunion des experts précède celle du comité technique ministériel spécialisé en agriculture de la CEDEAO. Les conclusions seront donc soumises à ce comité pour adoption le 6 juin prochain. Monsieur Sekou Sangaré, bonsoir. Bonsoir, Tegui.
Alors, la situation alimentaire est-elle si alarmante? Bien sûr que dans la région Afrique de l'Ouest, la situation est alarmante parce que la campagne agricole passée a été essentiellement caractérisée par une pluviométrie insuffisante et qui a été également accompagnée par l'envahissement de chenilles légionnaires et les conséquences disons, d'une pluviométrie insuffisante et de l'attaque par des chenilles légionnaires. Ces conséquences ont abouti à une production céréalière globalement qui a connu certes une croissance de 2,5% pour atteindre environ 67,7 millions de tonnes de céréales, ce qui reste quand même en deçà des besoins alimentaires de la région. Et déjà, nous constatons que dans notre région, pour la période mars-avril-mai, nous estimons la population sous état d'insuffisance alimentaire à 7,1 millions de personnes. Et ce chiffre pourrait augmenter pendant la période de soudure qui va commencer. Alors, justement, face à cela, la CEDEAO brandit donc la réserve, donc une réserve de la CEDEAO. N'est-il pas trop tard pour cela? Non, je crois que la décision de mettre en place la réserve a été prise depuis 2013 par le sommet des chefs d'État à Yamoussoukro. Malheureusement, la réserve n'a pas été jusqu'ici complètement mise en place en raison d'abord du manque de financement parce que les États s'étaient engagés à mettre en place un financement approprié pour alimenter le fonds régional de l'agriculture qui a été logé au niveau de la Banque islamique de développement. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, ce fonds n'est toujours pas opérationnel. Et l'Union européenne, néanmoins, est intervenue à la rescousse pour mettre à la disposition de la CEDEAO un montant de 56 millions d'euros, montant qui aura permis néanmoins d'acheter aujourd'hui des stocks qui sont prépositionnés dans des pays, pour intervenir directement auprès des populations qui sont affectées. Et donc la réserve aujourd'hui, nous souhaitons non seulement faire en sorte que les pays ici à Ouagadougou, lors de cette réunion, se mettent d'accord pour essayer de définir une clé de répartition de ces stocks aujourd'hui prépositionnés, mais essayer également de travailler sur le moyen et le long terme en essayant de définir définitivement le cadre institutionnel de notre réserve et faire en sorte que les moyens financiers et l'ensemble des critères transparents et objectifs qui permettent de gérer cette réserve soient adoptés par les États pour nous sortir de cette situation de crise permanente. Et c'est certainement un plaidoyer à l'endroit donc des États pour justement alimenter ce fonds dont vous parliez. Et bien sûr que c'est un plaidoyer que nous faisons auprès des États pour qu'il y ait un effort important. L'objectif a été fixé. Le premier niveau d'intervention de la réserve a été fixé par les chefs d'État à 60 000 tonnes. Malheureusement, les moyens sont encore insuffisants et c'est pourquoi donc nous plaidons vivement pour que, en plus de l'appui que les partenaires extérieurs nous apportent, que nous-mêmes nous puissions mettre la main à la poche et essayer de se donner les moyens pour que nous puissions prendre en charge la couverture des besoins alimentaires de nos pays. Parce que la réserve a également pour objectif, d'un côté, d'apporter la solidarité de la CEDEAO aux populations en détresse, mais également de l'autre côté, d'offrir des moyens d'incitation aux petits producteurs de façon à ce qu'ils puissent disposer d'un marché qui l'incite à produire davantage. Merci à vous, Monsieur Sangaré. Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes commissaire agriculture, environnement et ressources en eau de la CEDEAO et vous étiez avec nous pour parler d'une rencontre qui s'est ouverte ce matin à Ouagadougou, une rencontre d'experts de la CEDEAO portant sur la mise en route donc, de la réserve régionale de sécurité alimentaire face à la crise alimentaire que connaissent certains pays membres donc, de l'espace communautaire. Dans la suite de ce journal, zoom sur un projet dénommé Ner Tamba, porté par le gouvernement burkinabé. Le projet fait de la lutte contre la précarité dans le monde rural son credo. Voyons sur le terrain des réalisations menées dans le cadre de ce projet dans les localités de Ragitenga et Nasemtenga, c'est dans la région du centre-nord. Issa Kafando et Zoubaviel David Dabiri. Dans sa ferme agricole du village de Ragitenga dans le Salmantenga, Lassane Kourita échange ce matin à bâton rompu avec une délégation du projet Nertamba et du FIDA, le Fonds international pour le développement agricole. Il y a 2 ans, le fermier bénéficiaire du financement de ces 2 structures dans le cadre du projet de renforcement de la résilience contre la précarité dans le monde rural. Aujourd'hui, c'est un agriculteur bien averti des questions d'embauche bovine qui rend compte de ses activités. J'ai eu le financement avec un projet que j'ai monté sur l'embauche bovine. Cela m'a permis d'acheter des animaux et de construire une ferme. L'embauche bovine me rapporte beaucoup. Ma première vente, j'ai fait un chiffre d'affaires de 200 000 francs CFA. Et Lassane Kourita n'est pas un cas isolé. Juste à côté de sa ferme, Tassere Kourita, un autre bénéficiaire du financement du projet Nertamba, aménage ici une superficie agricole de près de 3 hectares grâce à la technique de cordon pierreux. Il dit vivre décemment de ses activités agricoles et tend vers l'agrobusiness. Et c'est justement le but du projet. La particularité, c'est la promotion des initiatives locales à travers un fonds d'appui ou des micro-projets issus des initiatives des promoteurs sont financés. À travers un processus de ciblage qui est fait dans les différentes régions, mais surtout les jeunes et les femmes qui sont le public cible privilégié du projet. Et ce qu'on a pu apprécier vraiment le plus, c'est l'appropriation réelle de ces bénéficiaires. Il est vrai que c'est une demande, c'est un projet qui a une approche participative et d'où la demande émane des bénéficiaires eux-mêmes. Ceci étant dit, nous avons pu constater dans différents projets que ce n'est pas toujours acquis que l'appropriation et puis la philosophie vraiment de développement à long terme soit acquise par ces bénéficiaires. Ici, le cas que nous pouvons apprécier, c'est que non seulement le projet part d'eux-mêmes, mais il y a une réelle appropriation et du projet et de ses résultats pour en capitaliser au long terme. Le projet Nertamba s'exécute dans les régions de l'Est, du Nord et du Centre-Nord avec l'appui des chambres régionales d'agriculture et des services techniques de l'État. Il est prévu pour durer jusqu'en 2022 avec une enveloppe globale de près de 60 milliards de francs CFA. Abobo Dioulasso, le ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation, échange avec les structures décentralisées de son département. Les engagements pris par le gouvernement et avec les syndicats de l'enseignement sont passés en revue au cours de cette tournée. Il en ressort que les réflexions se poursuivent pour la satisfaction des différentes préoccupations. Hassan Gourabou et Moumouni Baro pour le reportage. Un face-à-face entre le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation et les responsables des différentes structures du MENA, ainsi que les représentants des collectivités des Hauts-Bassins. Après sa prise de fonction le 5 février dernier, pour lui, il était nécessaire de créer ce cadre de dialogue franc en vue d'améliorer la qualité de l'éducation au Burkina. Souvent, les acteurs au niveau déconcentré ont l'impression ou le sentiment que leurs préoccupations transmises donc à leurs premiers responsables ne sont pas transmises au niveau central. Et donc, c'était important que nous puissions venir échanger avec donc nos collègues à la base. Mais nous avons aussi rencontré les collectivités locales. Vous savez que le MENA est le ministère qui transfère le plus de ressources aux collectivités. La mise en œuvre des engagements pris avec les syndicats de l'éducation n'a pas été occultée. Selon le ministre Ouaro, entre autres points, les questions du statut valorisant de l'enseignant et les avancements connaissent une résolution très avancée. De façon cumulée jusqu'au mois de mai, 22 000
22 200 environ qui ont été mandatés. Donc ça nous fait 55% de collègues qui avaient droit aux avancements ou au reclassement ou au reversement pour 2016 et qui ont été pris en charge. Maintenant, pour ce qui est du statut valorisant, le protocole d'accord avait indiqué que le gouvernement mette en place un comité technique qui allait proposer un document technique qui allait servir de base sur lequel on allait s'appuyer pour pouvoir rédiger le statut valorisant des personnels d'éducation. Et nous l'avons remis le 30 mai 2018 et nous attendons donc les réactions de la partie syndicale. Le ministre reconnaît que tous les défis sont énormes, mais tout sera examiné à la loupe pour redonner le blason du système éducatif, a-t-il ajouté. Visite guidée à présent dans les locaux du poste de transformation de la Sonabel. Une délégation du Millennium Challenge Account a été édifiée sur le défi donc de la nationale de l'électricité. Il faut rappeler que le MCC accorde une place de choix à l'énergie dans la mise en œuvre de son deuxième compact. Le point avec Salifou Belem et Zalissa Sanfo. C'est une opération de charme de la nationale de l'électricité au Burkina Faso. L'énergie compte pour beaucoup dans le deuxième compact. Alors les premiers responsables de la Sonabel ne veulent rien laisser au hasard. Nous sommes ici au poste de transformation de Ouaga 2000. L'infrastructure date de 2009 et aujourd'hui, elle ne suffit plus à combler le besoin de ce quartier et de ses environs. Alors, la Sonabel plaide pour une augmentation de ses capacités. Une visite guidée et des rencontres aussi qui ont fini par convaincre. C'est clair qu'il faut améliorer la situation de l'énergie dans ce pays parce qu'il y a un grand manque d'électricité. Donc on va voir qu'est-ce qu'il faut faire dans l'infrastructure, peut-être dans l'assistance technique, etc. Montrer, expliquer, surtout prouver que le besoin est là. Dans son défi de rendre l'énergie disponible, la Sonabel dit avoir bon espoir que la contribution du MCC apportera une bouffée d'oxygène. C'est sûr que cet accompagnement va permettre d'améliorer l'offre énergétique. Nous sommes à 19% du taux d'électrification, ça veut dire que nous avons 81% à réaliser pour permettre à tous les Burkinabés d'avoir de l'électricité. Et ça, c'est une course permanente. Main dans la main, la Sonabel et le MCC promettent apporter la lumière aux populations burkinabées. Et cette lumière-là proviendra en grande partie du soleil du Faso. Une rupture hautement diplomatique, une rupture de jeunes, donc hautement diplomatique. Le moment, lui, était convivial. Les invités, eux, triés sur le volet. Des ambassadeurs au Burkina, des personnalités, des responsables de la communauté musulmane ont rompu le jeûne du dimanche dernier au domicile du chef de la diplomatie burkinabé. Ce fut une occasion pour Alpha Barry de saluer, au nom du président du Faso, le soutien de ces personnalités au gouvernement. Amado Ilboudo, Boumé Ernest Nebier, reportage. Côte à côte, membres du gouvernement, diplomates, responsables administratifs, personnalités du monde économique et leaders de la communauté musulmane font la prière de Maghrib. Nous sommes à la résidence du ministre en charge des Affaires étrangères à une rupture collective du jeûne en ce mois de Ramadan. L'occasion est une occasion qui est sacrée pour l'ensemble des musulmans, qui est une occasion de repentir, une occasion qui nous est donnée de réfléchir un peu sur nos actes, qu'ils soient au niveau public ou au niveau privé. On est propre, on est devenu comme des nouveaux-nés, donc prions beaucoup pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos pays, pour le monde entier, parce qu'on est dans un monde très dangereux. C'est une occasion pour Alpha Barry de transmettre un message du président du Faso à ses hôtes du jour. Il m'a demandé de vous remercier pour ce que vous faites pour le pays, le Burkina Faso, au-delà des relations entre les États, ce que vous faites pour la communauté musulmane au Burkina Faso, à l'endroit de la Fédération des associations islamiques, de vous remercier pour les nombreuses prières pour la prospérité de notre pays
Et nous sommes à l'orée de la saison des pluies. Et donc, une bonne partie de nos prières vont être certainement dirigées vers une bonne saison de pluie. La cérémonie s'est poursuivie dans la nuit avec prière et bénédiction pour que la paix et la cohésion sociale demeurent au Burkina Faso. L'actualité hors de chez nous et ce drame au Guatemala, le volcan de Fuego, situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Guatemala, est violemment entré en éruption hier dimanche avec un regain ce lundi. Des personnes ont été comme statufiées dans leur fuite, surprises par les coulées du volcan. Attention, certaines images peuvent choquer les âmes sensibles. La coulée de lave et de cendres a tué plus d'une vingtaine de personnes au Guatemala. Ce dimanche, El Volcán de Fuego, le volcan de feu, est entré en éruption. Haut de plus de 3700 mètres, il est situé à 35 km de la capitale. Les survivants sont hagards. Les personnes n'ont pas pu sortir, elles ont été enterrées. Comment avez-vous fait pour vous en sortir? On a vu la lave couler à travers les champs de maïs et on a couru vers une colline. Combien il y a de personnes dans votre famille? On est nombreux, hein? Vous pensez qu'elles ont été ensevelies? Je pense que oui. La lave s'est transformée en piège pour de nombreux habitants. Un pompier demande à cet homme ce qui s'est passé. Regardez dans quel état je suis. Selon la protection civile, près de 2 millions de personnes seraient affectées par cette catastrophe. L'alerte rouge a été déclenchée dans plusieurs départements, comme ici à Zacatepéquez, l'un des plus touchés. L'hypothèse d'un troisième mandat pour Ado après 2020 suscite beaucoup d'interrogations dans la presse nationale. Les quotidiens du jour s'intéressent toujours à l'après-rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan. La revue de presse est signée de Vincent Kindrebego. Nous sommes reconnaissants à Taïwan pour ses 24 années de coopération. Propos du chef de la diplomatie burkinabé dans une interview à l'Observateur Palga. Mais pour nous, on pouvait mieux faire, ajoute Alpha Bari. En 24 ans, les financements taïwanais pour le Burkina Faso, dont et crédits réunis, s'élèvent à seulement 302 milliards de francs CFA, soit une moyenne de 12 milliards par an, indique le ministre des Affaires étrangères. Nous avons voulu que Taïwan se consacre à de grands projets avec des investissements énormes. Plutôt que ça, Taïwan finançait une kyrielle de petits projets avec l'impression de miser beaucoup d'argent, appuie Alpha Bari. Conséquence, nous avons décidé de revoir les choses et les relations rétablies avec les Chinois de Pékin, pourvu qu'ils ne viennent pas vendre des galettes ici. C'est ainsi que l'Obs résume les préoccupations des commerçants du Burkina qui craignent que des concurrents hors pair ne débarquent bientôt dans nos marchés œillards. Et pourtant, les Burkinabés ne doivent pas craindre la concurrence des Chinois. C'est ce que pense ce jeune commerçant dans Aujourd'hui au Faso qui connaît bien le pays. Ce sont des débrouillards qui vont venir, pas des millionnaires, affirme-t-il, et ajoute qu'ils sont déjà à Dakar et à Lomé, mais n'ont pas tué leur commerce. En Côte d'Ivoire, Ouattara va-t-il régner après Ouattara? La nouvelle constitution m'autorise à faire 2 mandats à partir de 2020. Je ne prendrai ma décision qu'à ce moment. Et c'est avec beaucoup de peine qu'aujourd'hui au Faso se rend compte que ces mots ont été prononcés par Alassane Dramane Ouattara lui-même. Ce qui est sûr, c'est que des points d'interrogation sautillent actuellement aux yeux de ses alliés. Mais qui sait si ce n'est une manière de calmer les ardeurs des potentiels successeurs qui fourbissent déjà leurs armes. Une manière du genre « arrêtez-moi ça ou je fais un malheur », appuie l'observateur Palga. Ainsi, Ado se positionne comme l'ultime recours pour mettre fin à la guerre des tranchées qui mine les héritiers politiques du père de l'indépendance ivoirienne. Une stratégie donc pour arrêter la chienlit au sein du RHDP, ajoute le pays. Sinon, l'hypothèse d'un troisième mandat pourrait être un scénario catastrophe. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.